Le président de la République d'Angola en terre gabonaise depuis ce matin, une visite de travail et d'amitié qui a conduit João Lourenço au palais de la présidence de la République avec son homologue Ali Bongo Ondimba. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées. Affaire Justin Doudangoy, ex-ministre et député de Franceville, poursuivi pour détournement des deniers publics dans le cadre de l'opération Scorpion. Où en est-on avec la procédure? Dans ce journal, ses avocats s'interrogent. Lesquelles interrogations trouveront des réponses dans un extrait du procureur de la République dans quelques instants. Le président du groupe d'amitié Japon-Union africaine au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubié, son hôte en tête-à-tête pour des questions de coopération et de diplomatie parlementaire. Les détails de cet entretien, c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Direction présidence de la République, au cabinet du chef de l'État, son homologue angolais João Lourenço et Ali Bongo Ondimba ont, au cours d'un entretien, évoqué des questions relatives à l'adoption des réformes de la CEEAC, à la sécurité et à la paix sur le continent africain. Priska Mogula, Armand Mopende pour les détails. C'est une visite de travail et d'amitié de 24 heures du président angolais avec pour toile de fond s'enquérir personnellement de l'adoption des réformes historiques de la communauté économique des États de l'Afrique centrale conduite par son homologue gabonais. Absent des assises du 9e sommet de la CEEAC, João Lourenço a également évoqué avec son ami et frère Ali Bongo Ondimba du dynamisme des relations de l'axe Libreville-Luanda. La coopération bilatérale sur le plan diplomatique et politique vieille de 5 décennies a constitué l'un des sujets de cette rencontre. Pays producteurs et exportateurs de pétrole, l'Angola et le Gabon sont résolument engagés dans la diversification de leur économie respective. États membres actifs de la CEEAC et de l'Union africaine, le numéro 1 gabonais et son hôte ont abordé les questions d'intérêt commun à l'échelle continentale avec les chapitres consacrés à la paix et à la sécurité dans la zone communautaire, notamment dans le golfe de Guinée. La lutte contre le terrorisme et la lutte contre les changements climatiques ont également constitué les thématiques à l'ordre du jour. Rappelons que c'est ce jour du président de la République d'Angola en terre gabonaise et son premier déplacement depuis son élection à la tête de cet État en 2017. Au terme de cet échange, qui s'est élargi aux proches collaborateurs des deux chefs d'État, le ministre angolais des Affaires étrangères s'est prêté aux questions de la presse nationale et internationale. Vous l'avez compris, en marge du tête-à-tête entre João Lourenço, le président de l'Angola, et Ali Bongo Ondimba, Manuel Augusto, le ministre angolais des Affaires étrangères, a tenu une conférence de presse au palais du bord de mer. Les différents points abordés dans ce reportage signé Guifrène Dombian et Hervé Nzigui. Face à la presse nationale et internationale, Manuel Augusto, le ministre angolais des Affaires étrangères, est revenu sur les échanges entre son président et le chef de l'État gabonais. Son Excellence président Lourenço n'a pas pu venir au sommet de décembre. Pour ça c'était une occasion aussi pour discuter avec son Excellence président Ali Bongo des sujets sur la revitalisation de la CEEAC et de voir comment on va implémenter les décisions du sommet de décembre. Pays producteurs du pétrole, le Gabon et l'Angola optent pour la diversification de leur économie respective. En Angola et au Gabon, je pense qu'il y a comme stratégie la diversification de notre économie. Pour réduire cette dépendance d'un produit qui est très volatile. Autre point évoqué, le projet de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique souhaite avoir 2 sièges permanents et 2 sièges non permanents. Il y a une position commune de l'Afrique, connue comme le consensus de Ezuluini, à travers laquelle l'Afrique demande une représentation plus visible, plus active au Conseil de sécurité. Les avancées des négociations sur ces réformes seront présentées dans quelques semaines à Addis Abeba en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, par le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'institution panafricaine.
Nous restons au cabinet de travail du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Au centre de l'entretien tenu en présence des collaborateurs proches des deux personnalités, l'État de l'institution francophone et les questions de coopération internationale. Bienvenue Miko, Armand Omupende. C'est l'année du cinquantenaire pour l'Organisation internationale de la francophonie. Au salon marocain où elle est reçue par le président de la République ce jour, la secrétaire générale de l'OIF a bien pris le temps de revisiter la question et les perspectives de l'organisation qu'elle dirige. J'ai pris le temps d'expliquer au chef de l'État les ajustements qu'on est en train d'effectuer au niveau de la francophonie. Je lui ai rendu compte des décisions de la réunion ministérielle à Monaco sur l'avenir de la francophonie. C'est l'année du cinquantenaire 2020. On a un sommet à la fin de cette année à Tunis. L'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a bien pris la mesure de ses ambitions pour la francophonie, soutient entièrement l'effort de restructuration engagé par la communauté économique des États d'Afrique centrale. Je félicite le Gabon pour ce travail sur notre organisation régionale, la CEAC, étant, si vous voulez, une partie de la francophonie, puisque les États membres sont membres de la francophonie, tous. Et donc, j'ai vraiment eu le plaisir de pouvoir échanger avec le chef de l'État sur la substance en termes de perspective, mais aussi de l'implication précise du Gabon dans ces changements, dans cette nouvelle dynamique à la francophonie. Pour cette femme politique d'expérience qui prend les rênes de la francophonie en octobre 2018, l'autonomisation des femmes et la parité hommes-femmes sont des questions essentielles et prioritaires pour mener le changement à tous les niveaux. Une vision partagée par la première dame du Gabon depuis plusieurs années, convaincue de l'apport majeur des femmes au cœur des activités liées au progrès, avec le soutien du président de la République. Il faut rappeler que c'est en octobre 2018 que le nouveau secrétaire général de la francophonie a été élu, mais il reste cependant méconnu par la grande majorité des francophones. C'est ainsi que, profitant de son séjour au Gabon, la rédaction de Gabon Première a saisi cette opportunité pour dresser un portrait de Louise Mushikiwabo. Olga Conforto Kenkali. Citoyenne du monde, profondément africaine et originaire du village nommé Rwanda, voilà par quoi aime se décrire Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Élue par les chefs d'État et de gouvernement francophones réunis à Erevan en Arménie les 11 et 12 octobre 2018, elle prend ses fonctions en janvier 2019. Née le 22 mai 1961 à Kigali et ses études primaires et secondaires assurées, Louise Mushikiwabo entreprend celle d'anglais entre 1981 et 1984 à l'Université nationale du Rwanda avant de poursuivre aux États-Unis dans les années 1986, 88 et 90. Après plusieurs années en entrepreneuriat, elle rejoint la Tunisie où elle travaille à la Banque africaine de développement au sein de la direction de la communication. Ancienne ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Afrique de l'Est de la République rwandaise, auparavant ministre de l'Information, elle est diplômée finalement en langue et en interprétation. Madame Mushikiwabo maîtrise donc à la perfection le français et l'anglais, mis à part sa langue maternelle, le Kinyarwanda. La femme politique africaine aux multiples facettes contribue sur le continent africain avec le même dynamisme et la même rigueur à la réforme institutionnelle de l'Union africaine en tant que membre de l'équipe Conseil. À l'Assemblée nationale, le président du groupe d'amitié Japon-Union africaine, avec son hôte Faustin Boukoubi, a abordé des questions de renforcement des liens de coopération entre les deux pays, mais aussi celles liées à la diplomatie et parlementaire. Rodrigue Bingundu, Valérie Charles Poulangoy. Introduit au cabinet du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, par l'ambassadeur du Japon, Masaki Sato,
Le membre de la Chambre des représentants japonais et président du groupe d'amitié Japon-Union africaine était porteur d'un message du peuple nippon au peuple gabonais. L'année dernière, le Japon a organisé deux événements de plus importants, c'est le TICAD 7 et aussi la cérémonie d'intronisation. Surtout la cérémonie d'intronisation, c'est pour nous c'est très important pour le peuple japonais parce que c'est le changement de l'empereur. Donc je suis venu ici pour remercier la participation de Monsieur le Président au Japon l'année dernière. Déroulé en présence des honorables Raphaël Ngazouze et Rufin Paco Mozunga, respectivement 6e vice-président de l'Assemblée nationale et président du groupe d'amitié Gabon-Japon, cette rencontre a permis au patron de la représentation nationale et ses hôtes de jeter les bases d'un partenariat voulu fructueux entre les deux institutions. Nous avons rencontré le membre du groupe amitié de Nippo-Gabonais maintenant, aujourd'hui. Je crois que aujourd'hui c'est le commencement de notre relation bilatérale parlementaire. Rappelons que le Gabon et le Japon entretiennent déjà d'excellents liens de coopération depuis plus d'une décennie dans les domaines de la pêche et de la recherche notamment. Le centre de pêche artisanale de Lomé en est ici une parfaite illustration. Du côté de la primature, au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, une délégation de la Société nationale immobilière conduite par le directeur général Herman Kamono-Mono, le fonctionnement de cette entreprise et le déroulement du processus de fusion-absorption de la Société nationale des logements sociaux SNLS par l'ASNI était au cœur des échanges. Déclare Mekumovon, Gérard Magnagna. Au cœur de cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogebekale, a accordé aux responsables de la Société nationale immobilière le processus de fusion-absorption de la Société nationale des logements sociaux, SNLS, par l'ASNI. Il faut dire quand même que le processus de fusion entre ces deux entités a des effets. Et nous avons besoin d'un accompagnement gouvernemental pour réduire certains effets néfastes. Si la fusion a été entérinée courant 2019, les risques inhérents à celle-ci sont à considérer, ainsi que les nécessaires évaluations et inventaires du patrimoine réel de la SNLS. En théorie, on ne peut plus faire machine arrière. Aujourd'hui, il faut juste accompagner l'ASNI pour que les problématiques qui sont inhérentes d'abord à la SNLS n'entraînent pas l'ASNI dans les mêmes travers, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi en état de cessation des paiements à l'ASNI, alors que c'est aujourd'hui le seul véhicule de production de logements sociaux pour tout le pays. À l'orée de cette nouvelle année, les perspectives semblent prometteuses pour l'ASNI. Nous avons un avenir beaucoup plus prometteur qu'il y a quelques années, de par l'accroissement de notre patrimoine qui représente notre véritable valeur. La société sollicite vivement un accompagnement légal et fiscal de l'État en vue de mener de manière plus dynamique les missions qui lui sont assignées. L'actualité au Gabon, c'est aussi la poursuite de l'opération Scorpion. Ce soir, nous revenons sur l'affaire Justin Doudangoy, l'ex-ministre et député de Franceville, poursuivi pour détournement des deniers publics. 3 semaines après son arrestation, ses avocats déplorent la difficulté d'accéder au dossier d'accusation pour préparer sa défense. Ils ont donc tenu une conférence de presse hier. L'économie de cette rencontre avec Edgar Njembi Doukaga et Arnaud Mengue. Les deux avocats de l'ex-ministre et député Justin Doudangoy en détention préventive ont d'abord levé une équivoque. Nous, en tant qu'avocats, nous ne sommes pas du tout pour les détournements. La seule lutte qu'on mène, c'est que quand on met en place une telle procédure, les règles, la loi, les procédures doivent être respectées. Et c'est la raison de leur sortie. À ce stade, nous n'avons toujours pas accès au dossier. On est là pour orner le spectacle qui est donné, pour orner la pièce, pour orner le discours de la juge et le silence du client. On est là juste comme des pots de fleurs, c'est ça. On ne peut pas faire notre travail en tant qu'avocat, c'est-à-dire confronter les différents éléments, les éléments de l'accusation et les éléments de la défense. Nous pensons qu'une fois de plus, même le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Dans ces conditions, comment vous pouvez apporter la réplique aux accusations qui vous sont faites? Face à cette nécessité d'accéder au fond du dossier, il y a le principe du secret d'instruction. Dans un environnement
où toute information à charge ou à décharge contre le prévenu peut gêner l'enquête. Le conseil de l'ex-ministre explore toutes les voies. Nous allons saisir le groupe de travail sur la détention des Nations Unies. Nous allons aussi, par ailleurs, saisir la Commission africaine des droits de l'homme. Le ministère public avait déjà planté le décor de ces enquêtes économiques saluées par l'opinion. Cette première prise de parole officielle des avocats de Justin Doudangoy, qui écarte pour l'heure toute hypothèse de liquidation politique, pourrait susciter une nouvelle mise au point. Toujours en rapport avec cette affaire, le président de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale, Aurélien Toutoum, était revenu sur le processus de levée de l'immunité parlementaire. Pour sa part, le procureur de la République, André-Patrick Rapona, a lui évoqué le respect de la procédure judiciaire tout en invitant la population à plus de vigilance. Écoutons les extraits de leur déclaration. En date du 10 décembre 2019, le procureur général près la Cour d'appel judiciaire de Libreville a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande de levée de l'immunité parlementaire de ce collègue, transmise par Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. L'article 96, alinéa 2 du règlement de l'Assemblée nationale nous prescrit la mission d'entendre le député mis en cause, lequel peut se faire assister d'un conseil. Nous sommes les représentants du peuple gabonais, au nom duquel la justice est rendue, certes, mais nous sommes également conscients de notre devoir de protection, de l'intégrité et de la respectabilité de notre institution et de ses membres. Les compatriotes qui ont été déférés l'ont été pour des présomptions de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux, de concussion, de complicité, de détournement de deniers publics et même d'incitation au détournement de deniers publics. Alors, ils ont fait l'objet de défèrement et ensuite d'ouverture d'information. Et à la suite de cette ouverture d'information, les juges d'instruction les ont inculpés des faits que j'ai énoncés plus haut et ils sont aujourd'hui en détention préventive. Autrement dit, ils sont sous mandat de dépôt. Mais la détention préventive ne signifie pas qu'ils sont déclarés coupables. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents. C'est pourquoi j'interpelle la bonne conscience du peuple pour ne pas se laisser dérouter par des nouvelles qui n'ont aucun fondement. Et nous restons dans le domaine judiciaire. La société civile porte plainte contre le coordonnateur général des affaires présidentielles, Noureddine Bongo Valentin. Le président du MADOR, Mouvement Ali doit rester, a estimé au cours d'un point de presse tenu hier à Libreville qu'il s'agissait là d'une provocation de trop de l'opposition. Les propos ont été recueillis par Blandine Nyambo Indassi. En ma qualité de soldat du pouvoir et défenseur patenté du régime de son Excellence Ali Bongo Ondimba, je ne pouvais en aucun cas me taire face à ce que je considère comme une nouvelle sortie de piste. Elle est aussi incontrôlée comme les autres, c'est-à-dire cette énième provocation de l'opposition, parce que c'est bien elle qui se cache derrière la société civile. Et chaque fois, c'est la même formule qui est utilisée. On prend un sujet à partir duquel on espère soulever les populations. On le retourne dans l'essence et ensuite, lorsqu'il s'aperçoit que personne ne suit ou s'intéresse, on abandonne la thématique pour amener une autre qu'on croit plus attractive. Je suis convaincu d'une chose, c'est que les avocats de M. Noureddine Bongo Ondimba n'auront pas trop de travail à faire pour établir l'innocence de leurs clients. Ils optent rester en justice et obtenir des détracteurs insolennels, mais culpables, où l'infraction, dénonciation calomnieuse est établie et entièrement consommée. Si j'avais quelque chose à dire à monsieur le coordinateur des affaires présidentielles, c'est lui demander de bien vouloir se mettre au-dessus de toutes ces fabulations et de ces montages dont le seul but est de le salir tout en salissant au passage l'image de notre pays.
Venons-en à la clôture du séminaire sur la mise en place de l'observation indépendante des forêts au Gabon. 2 jours durant, les participants ont planché sur les mécanismes pour dégager les opportunités et contraintes de la mise en œuvre. Un véritable travail de réflexion qui a débouché sur des recommandations phares. Linda Nyomba Mungenge, Cédric Zendo pour le reportage. L'observation indépendante des forêts pourrait voir le jour dans un avenir proche au Gabon. 2 jours durant, près d'une quinzaine des représentants de l'administration forestière, du secteur privé et de la société civile ont mené des réflexions profondes afin de lui fixer un cadre réglementaire. On puisse mettre en place un texte réglementaire qui définit les critères de sélection des observateurs, leur méthodologie, le travail qu'ils doivent faire, les livrables qu'ils doivent faire et un comité de relecture, de validation du rapport de l'observateur indépendant. Déjà en place dans plusieurs pays du bassin du Congo, cet organe est un outil de renseignement sur les pratiques de gestion et d'exploitation des ressources forestières. Peut être observateur indépendant des forêts, tout acteur qui a dans le pays un intérêt pour la gestion durable des ressources forestières. Il s'agit pour ces acteurs-là de contribuer par leurs activités à l'observation, à faire des constats et en collaboration avec l'administration à proposer des mesures pour renforcer les pratiques dans le secteur forestier. Mais depuis 2011 que le Gabon s'est engagé dans les négociations APV qui suppose donc, qui prévoit la mise en place de ce mécanisme. L'observation indépendante des forêts veillera également au respect des droits des travailleurs, des communautés locales ainsi qu'à la protection de l'environnement. Sa mise en œuvre au plan national étant plus que nécessaire, le rapport final de cette rencontre organisée par le VVF sera rapidement transmis à qui de droit. D'une clôture à une autre, après 3 jours de formation, les maires et présidents des collectivités locales viennent de recevoir leur certificat de participation sur le montage de projets et la recherche de financement. Ce séminaire qui s'est déroulé à l'université franco-gabonaise Saint-Exupéry est une initiative de l'université Senghor d'Alexandrie en collaboration avec la chaire Senghor de la francophonie de l'université franco-gabonaise Saint-Exupéry. Les temps forts de cette cérémonie avec Rodolphe Mukambimbouma et Gérard Magnagna. C'est le couronnement de plus de 20 heures de formation enchaînée pendant 3 jours. Des certificats de professionnalisation délivrés par l'université Senghor d'Alexandrie après une formation en montage et recherche de financement dans les collectivités. J'ai retenu comment désormais monter un projet, comment rechercher le financement pour pouvoir mettre en pratique le projet. Nous avons présenté un projet qui pourrait avoir lieu dans n'importe quelle localité du Gabon. C'est sur la mise en place d'une zone d'échange transfrontalière et les avis des uns des autres nous ont permis de recadrer un peu notre projet. Le séminaire s'est déroulé ici à l'université franco-gabonaise Saint-Exupéry qui abrite déjà la chaire Senghor, la francophonie partenaire de cette formation. Ils ont reçu des outils qui leur permettent finalement de monter réellement un projet qui soit donc finançable. Et ce sont ces projets-là qui vont être soumis à des bailleurs de fonds pour solliciter les financements pour la mise en œuvre de ces projets au niveau local. Cette formation de type universitaire qui vise à renforcer les capacités des gestionnaires de projets communautaires s'organise pour la toute première fois en Afrique centrale. Notre université donc franco-gabonaise Saint-Exupéry était vraiment très heureuse de cette grande première qu'a été cette formation. Ce sont des diplômes presque puisqu'ils comptent 2 unités valables dans le système LMD dans le monde entier. Outillés désormais sur le montage de projets réalistes et réalisables, les maires et présidents des collectivités locales sont renvoyés à l'expérimentation des projets qu'ils ont présentés pendant les phases pratiques de la formation. Une autre séance dite d'évaluation est prévue avant la fin de cette année 2020. Cette communication avant de recevoir sur ce plateau un invité. La Banque des États de l'Afrique centrale porte à la connaissance du public qu'elle vient d'approvisionner ses centres en pièces de monnaie de haute dénomination, telles que les pièces 200 francs, 50 et 25. Cet approvisionnement vient porter en quantité suffisante le nombre de pièces de monnaie dans les 8 dénominations qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans la sous-région, à savoir les dénominations
dénomination de 500 000 francs, 50, 25, 5 francs, 2 francs et 1 franc. Cette allocation permettra donc de répondre de manière significative aux besoins sans cesse croissants des usagers. La banque permettra exceptionnellement à ses guichets les échanges ordinaires des billets contre pièces au supermarché, pharmacie et station-service. Je vous l'ai dit, un invité sur ce plateau, M. Fabrice Yonawa, enseignant à l'IFA, Institut international de l'enseignement des formations avancées. Bonsoir, si je ne me trompe pas, c'est bien cela? C'est bien cela. D'accord, vous êtes sur ce plateau pour nous parler des journées portes ouvertes que l'Institut organise dès demain sur le numérique. Pourquoi le numérique? Le numérique, parce que simplement, aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Et dans tout ce que nous faisons, on a une partie dédiée au numérique. Alors, les nouvelles technologies qui deviennent plus populaires dans nos emplois imposent à ce que chacun ait une maîtrise de ces outils numériques. C'est en cela que l'IFA, l'Institut international de l'enseignement et de formation avancée, s'est spécialisé dans la formation au métier du numérique, évidemment. Les journées portes ouvertes, c'est combien de jours? 2 jours. Elles se déroulent où? Elles se dérouleront 2 jours déjà, à partir de demain, de 9h, plutôt de 14h à 17h, et le samedi, de 9h à 17h. Elles se déroulent justement au siège de l'établissement situé à l'immeuble BICP, au bord de mer, avant le feu rouge Batterie 4. Vous visez un objectif particulier? L'objectif, c'est de pouvoir vulgariser les nouvelles technologies et justement présenter un certain nombre de métiers dans le domaine numérique qui pourraient favoriser les jeunes à intégrer très facilement le monde de l'emploi. Pensez-vous que le numérique aujourd'hui puisse contribuer de manière significative au développement du pays? Justement, j'y crois, parce que si aujourd'hui certaines administrations restent un peu stagnées, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de ces outils. Entre-temps, le numérique contribuerait beaucoup au développement de nos États africains, vu que, comme je disais tout à l'heure, le développement de cette technologie impose à ce que chacun de nous s'imprègne de cette technologie. D'accord. Si vous rappelez un peu aux téléspectateurs, demain, porte ouverte pendant 2 jours, où exactement, qui sont les personnes attendues? Ok. Donc, à partir de demain, nous allons organiser nos premières journées portes ouvertes au niveau de notre siège situé au bord de mer, à l'immeuble BICP. Les personnes attendues sont essentiellement les étudiants, les professionnels, les parents, voilà, je dirais tout le monde confondu. Nous allons avoir des ateliers à cet effet-là qui pourront présenter les métiers d'avenir dans le domaine des technologies numériques. D'accord, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes M. Fabrice Yonawa, enseignant à l'IFA, Institut international de l'enseignement des formations avancées. Vous êtes venu sur ce plateau pour nous parler des journées portes ouvertes que l'Institut organise à partir de demain. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévision. Vous ne partez pas, vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Et puis, on parle sport. Le comité d'organisation de la Tropicale Amissa Bongo a organisé récemment à Libreville une réunion de mise au point avec ses partenaires. Objectif visé, mieux préparer l'édition 2020. Le compte rendu, c'est avec Fernand Zanvé et lui, Mermazi Sembe. La Tropicale Amissa Bongo, course cycliste qui engage amateurs et professionnels africains et internationaux, est désormais inscrite dans l'ADN des coureurs africains. En 15 ans d'existence, la petite reine a su gagner les cœurs et surtout la confiance des opérateurs économiques, devenus aujourd'hui des partenaires sûrs. À quelques jours du premier coup de pédale de l'édition 2020, les organisateurs tiennent une ultime séance de travail avec les partenaires. Nous le faisons chaque année, édifier les partenaires sur non seulement les enjeux de la course, mais surtout expliquer aux partenaires qu'au-delà des supports de communication habituels, ils ont aussi la possibilité d'exploiter les différentes tribunes offertes par l'organisation pour mieux vendre leur entreprise. L'édition 2020, longue de 1035 km, est répartie en 7 étapes. Comme à l'accoutumée, elle verra les 8 maillots à l'effigie des partenaires être distribués aux différents vainqueurs d'étapes. Donc nous sommes à notre 13e participation pour cette compétition. Et c'est une manière pour nous, de la Comilogue, de pouvoir apporter son concours à l'essor, au développement du sport au Gabon. Parce qu'il faut savoir qu'hormis l'exploitation du minéraux de manganèse,
la Comilog aujourd'hui est l'une des entreprises au Gabon qui investit énormément dans le sport. Désormais crédible auprès de ses partenaires, la Tropicale Amissa Bongo, dont la notoriété ne souffre d'aucune contestation, est classée première course cycliste au niveau continental. Voilà, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez en compagnie de Marie-Chantal Ndon. Moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu.